Notre orateur pour ce soir, pour notre deuxième présentation, est le professeur Walter White. Je viens d'Afrique du Sud et le professeur Walter White est originaire d'Afrique du Sud. J'étais étudiant à l'époque et je me souviens d'avoir entendu des rumeurs circuler au sujet d'un professeur d'une université très prestigieuse en Afrique du Sud qui était évolutionniste, mais qui est devenu créationniste. Et ça a provoqué un véritable tollé à l'université, comme vous pouvez l'imaginer. Et c'est comme ça que j'ai rencontré le Dr. White. On a entendu beaucoup de présentations et je pense que vous aussi. Mais si vous êtes nouveau ce soir, si vous n'avez jamais entendu parler du professeur Walter White, permettez-moi de vous donner quelques informations générales. Le professeur Walter White est un zoologiste, c'est un auteur, un conférencier reconnu pour ses travaux sur la nutrition, le créationnisme et l'exégèse biblique. Il a obtenu sa licence en sciences et sa maîtrise en sciences zoologie à l'université de Stellenbosch, puis son doctorat en zoologie à l'université de Cape Town. Sa carrière universitaire comprend plusieurs postes de professeur ainsi que directeur de département de zoologie à l'université de Cape Town en Afrique du Sud. Dans les années 1980, suite à une série d'expériences personnelles dont il pourrait parler brièvement et d'études approfondies, le Dr. White est passé de l'athéisme au christianisme pour finalement devenir un chrétien croyant en la Bible. Suite à sa conversion, il a commencé à donner des conférences internationales sur des sujets tels que la création, la science, la prophétie biblique, la santé, la vie chrétienne et bien d'autres. Le Dr. White est auteur de plusieurs ouvrages comme Le conflit de la création qui remet en question la théorie de l'évolution et présente des preuves appuyant le créationnisme. Son ministère The Clash of Mind et son émission de questions-réponses intitulée What's Up Prof est populaire auprès de l'audience dans le monde entier. Sa présentation ce soir s'intitule 10 questions sur l'évolution. Accueillons chaleureusement le docteur Walter White. Bonsoir à tous. Je suis ici pour vous ennuyer pendant les 15 prochaines minutes. J'ai entendu ce soir que le pasteur Doug et notre orateur précédent étaient tous deux athées avant. Et comme certains d'entre vous le savent, moi aussi j'étais athée avant, mais j'ai changé. J'étais d'un arrière-plan juif, mais également chrétien, mais ma particularité, c'est que je n'étais pas seulement athée, j'étais également quelqu'un qui détestait Dieu. Je détestais Dieu de toutes les fibres de mon être. Non que le problème vienne du Dieu de la Bible, mais la théologie qui est présentée dans le monde donne une image très déformée de Dieu. Et il est tout à fait possible que, confronté à certaines de ces images et à l'anémosité qui semble émaner de Dieu, que vous commenciez à le détester. Et étant athée et haïssant Dieu, c'était une combinaison plutôt intéressante. Alors que j'étais maître de conférence à l'université de Stellenbosch et j'ai obtenu mon doctorat à l'université de Cape Town, mais je n'occupais pas la chaire de zoologie là-bas. J'étais le directeur du département de zoologie à l'université du Cap occidental pendant 15 ans. Quand je suis devenu chrétien, ma vie a réellement changé. C'est devenu un cauchemar. J'espère me réveiller un jour et réaliser que ce n'était qu'un cauchemar. Mais c'est un changement radical qui doit avoir lieu lorsqu'on passe d'une philosophie à une autre philosophie. Et j'insiste sur le mot philosophie, car la science et la science des origines sont deux choses totalement différentes. La science est une investigation empirique basée sur l'expérimentation. Et oui, vous avez des hypothèses, comme on l'a déjà entendu auparavant, mais la philosophie des origines est une chose totalement différente. Dans mon pays d'origine, les gens sont généralement très religieux.
et ils croient en Dieu, mais lorsqu'ils arrivent à l'université, ils sont confrontés à une philosophie totalement nouvelle. De fait, nous avons des organisations chrétiennes qui présentent dans les universités, qui forment les étudiants à la science de l'évolution, afin qu'ils ne se ridiculisent pas en tant que chrétiens plus tard. Autrement dit, ils sont littéralement endoctrinés à croire à la théorie de l'évolution. Nous n'avons jamais eu peur des créationnistes. On adorait quand ils venaient pour qu'on puisse les démolir et rire à ce qu'ils disaient. Vous voyez, les données scientifiques qu'ils présentaient n'étaient pas forcément fausses, car je crois une grande partie des sciences aujourd'hui, mais il fallait les ridiculiser uniquement parce qu'ils devaient avoir tort. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de Dieu. Dieu n'existe pas. Et donc, s'il n'y a pas de Dieu, quelle que soit la théorie avec laquelle tu viennes sur les origines, elle doit être fausse. Parce que il doit y avoir une explication naturaliste. Il n'y a pas de Dieu. Donc, lorsque la théorie rencontre des difficultés, alors il faut trouver des solutions à ces difficultés et modifier son approche. Mais le postulat de base est qu'il n'y a pas de Dieu. Ça, c'est clair. Et s'il était là, vous le détesteriez dans tous les cas. Donc, c'est pourquoi j'étais souvent confronté dans mes présentations, parce que je faisais des présentations sur l'évolution. J'étais un évolutionniste convaincu, avec de jeunes étudiants qui me disaient « S'il vous plaît, je crois que Dieu a créé ce monde. » Il n'allait jamais plus loin que cette phrase, parce que je les détruisais, je les ridiculisais. Et j'ai eu des élèves fondre en larmes, et j'étais plutôt content d'avoir anéanti leur petite philosophie enfantine sur une divinité quelconque là-haut. Est-ce que vous pouvez imaginer un monde comme ça? Vous ne le pouvez probablement pas. Et lorsque j'ai changé ma vision, j'ai dû trouver une nouvelle fondation. Où est-ce que j'allais trouver cette fondation? Je n'avais pas les informations à portée de main, comme je les aurais peut-être aujourd'hui. J'étais donc face à une situation où je devais présenter un cours et je pouvais soit rester là, comme si faire semblant que rien n'ait changé dans mon esprit, ou je pouvais affronter mes peurs et mes collègues et poser quelques questions. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai posé des questions. Je n'ai en réalité apporté aucune réponse à ces questions. J'ai simplement posé des questions. Et à ma connaissance, j'avais 10 questions. Cela remonte à environ 38 ans. Je ne suis donc pas absolument sûr si c'était celle que j'ai posée, mais l'essence est plus ou moins ce dont je vais parler ce soir. 10 questions que j'ai posées. Et le résultat fut un véritable chaos. Chaos, je n'ai même jamais fourni de réponse à ces questions. Mais le résultat fut le chaos. Non seulement un chaos indescriptible, mais une colère féroce, comme je n'en avais jamais rarement vu dans ma vie. Et la conséquence fut qu'une jeune fille se leva après ces 10 questions et accusa les professeurs en leur disant « Quand je suis arrivé dans cette université, je croyais en Dieu. Et vous avez détruit ma foi. Et maintenant, je vois que vous m'avez dupé. » Tous mes collègues étaient pour la plupart athées, mais certains allaient à l'église et étaient même des anciens d'église, mais ils étaient athées. Je ne sais pas exactement comment ça fonctionne, mais Richard Dawkins a récemment déclaré dans une interview qu'il était athée, mais qu'il se considérait comme un chrétien culturel. Car selon lui, les autres points de vue religieux étaient à ses yeux pires, mais quand on lit ces livres où il expose
sa vision concernant Dieu, l'illusion de Dieu, on constate qu'il déteste Dieu. Et le plus étrange, c'est qu'il hait Dieu pour les mêmes raisons que moi je le haïssais. Cette divinité vindicative qui vous précipite en enfer et vous fait rôtir pour l'éternité. Sur la base d'une courte vie, qui en termes d'éternité n'est rien. Ça, c'est cruel. Et voilà pourquoi lui a rejeté Dieu, tout comme moi. Permettez-moi donc de répondre à ces questions avant qu'on me chasse de la scène. Dans le chapitre 20 d'Exode, nous lisons « En 6 jours, l'Éternel fit les cieux et la terre, la mer et tout ce qui se trouve, et il se reposa le 7e jour. » Maintenant, dites à un athée qu'il doit se reposer le 7e jour parce que Dieu a créé le monde en 6 jours. Est-ce que vous pensez que ça va bien se passer? Est-ce que c'est même logique? Pourquoi commémorer la création un seul jour s'il n'y a pas eu de création en 6 jours? Ça ne ferait absolument aucun sens. C'est une sorte de dissonance dans votre esprit. Et essayez de comprendre cela. Mais c'est précisément ce que dit la Bible. Est-ce que quelque chose comme ça peut être vrai au vu de toutes les données scientifiques aujourd'hui? Eh bien, j'ai posé ces 10 questions. Permettez-moi de les passer en revue. Si l'évolution de la vie a commencé avec une faible diversité et que cette diversité a augmenté au fil du temps, pourquoi les archives fossiles montrent-elles une plus grande diversité dans le passé et une plus faible diversité au fil du temps? C'est une question simple. Et c'est un fait scientifique avéré. Si l'on se réfère aux archives paléontologiques, il existe bien plus de créatures qu'aujourd'hui. Il semble donc que nous perdions des espèces à un rythme incroyable. Et cette perte se poursuit encore aujourd'hui, à l'heure où nous parlons. Des espèces disparaissent de cette planète. Et pourtant, il faut se poser la question, comment est-ce que c'est possible que cela ait dû commencer avec une faible diversité, mais lorsqu'on consulte les archives paléontologiques, on constate le contraire. On voit des milliards et ça se réduit de plus en plus alors que le temps passe. C'est l'inverse. Voilà donc la première question. La deuxième question que j'ai posée était, si l'évolution doit nécessairement progresser de petites créatures aux grandes créatures au fil du temps, pourquoi les archives fossiles montrent-elles le contraire? C'est juste une question. C'est logique, non? On ne veut pas commencer l'évolution par un éléphant qui saute hors d'une piscine. Ça ne se passe pas comme ça. On commence avec une créature unicellulaire. Ça doit être petit au début, puis ça doit grandir en taille. Mais si l'on se réfère aux archives paléontologiques, tout était de plus en plus grand, plus vaste, plus merveilleux. Ils devaient tous venir des États-Unis. Contrairement à ce qu'on voit aujourd'hui, alors qu'est-ce qui s'est passé? Permettez-moi de vous montrer quelques comparaisons de taille. Il s'agit d'une interprétation d'artiste, mais c'est assez précis. Et ça a été publié dans un article scientifique, et je vais vous le montrer. Là, à gauche, vous avez le paresseux, l'ancien paresseux géant. Et derrière, dans son dos, accroché à son dos, c'est l'équivalent moderne. Est-ce que vous êtes plutôt d'accord pour dire que c'est une réduction de taille considérable? Moi, je le pense. De toute évidence, cette créature a vécu il y a des millions d'années, jusqu'à ce que l'on découvre dans une grotte d'Amérique du Sud des peaux intactes. Autrement dit, la peau de la créature était intacte, avec cette taille-là. Donc, ça nous a fait une belle jambe. Ou que dire de ce wombat, là, à droite, avec son équivalent moderne en bas? C'est une réduction de taille considérable, encore une fois. Est-ce que c'est l'évolution ou est-ce que c'est la dévolution? Est-ce qu'on avance ou est-ce qu'on régresse? Ou le lion, l'orang-outan? La différence de taille entre les fossiles
et l'individu présent. C'est assez frappant. Le capybara à gauche, l'armadillo à droite. Le gros, c'est le fossile qu'on trouve, et l'autre, c'est son équivalent actuel. Ou le cheval, ou le requin. Si vous voulez vraiment vous rendre compte de la taille de ces requins, regardez la photo à droite et à gauche, vous voyez juste une dent. C'est plutôt énorme. Il utiliserait un grand requin blanc d'aujourd'hui comme un cure-dent. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'était un monde étrange et merveilleux qui existait autrefois? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose d'étrange et qui a dégénéré tout ce qui est aujourd'hui? Que ce soit le bison, le crocodile ou peu importe. La troisième question, et ça devient un peu philosophique. La sélection naturelle opère par l'élimination du variant le plus faible. Donc, comment un mécanisme qui fonctionne par la soustraction peut-il créer plus de diversité? C'est une question simple. Je vais essayer de l'expliquer un peu plus en détail et de l'approfondir demain, mais ça c'est le cœur, la force motrice de l'évolution, de la théorie de l'évolution. Vous avez donc ces variants, et avec le temps, par la sélection naturelle, l'un d'entre eux est favorisé par rapport à l'autre, on l'appelle celui qui est le plus en forme et l'autre le moins en forme, et finalement, le plus en forme remplace l'autre. On commence donc avec 2 variants ou 3, et vous finissez par avoir de moins en moins de variants. La question est donc, comment ce mécanisme qui produit de moins en moins de choses au fil du temps parvient à créer de plus en plus de diversité alors qu'on avance? Est-ce que ce n'est pas une question logique? Ok. Donc comment est-ce qu'on considère les pinsons de Darwin, par exemple, et tous ces variants qui ont évolué au fil du temps? On sait qu'ils existent aujourd'hui, alors qu'est-ce qui s'est passé? On va rentrer là-dedans demain. La quatrième question, c'est pourquoi les grands phyla du biome apparaissent tous simultanément dans les archives fossiles? Et là, c'est la chute. Et même dans les archives fossiles les plus anciennes, à savoir celles qui contiennent des macrofossiles dans le Cambrien, pourquoi apparaissent-ils soudainement? Je ne sais pas si vous savez ce qu'est un phylum. Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est un phylum? Phylum, c'est une catégorie de créatures similaires qui existent. Le règne animal est divisé en phylum et phyla. Nous appartenons donc au phylum Chordata. Cela concerne tout ce qui possède une structure de type colonne vertébrale, que ce soit fait d'os, de cartilage ou de fibres, peu importe. Du moment où il y a quelque chose, une tige rigide à l'arrière, j'en ai une ici, vous appartenez au chordate. Et puis, il y a les arthropodes. Ils ont un squelette extérieur. Tout ce qui possède ces caractéristiques, que ce soit un insecte, un crabe ou tout autre, appartient à ce phylum. C'est une énorme catégorie de créatures. La question est maintenant de savoir comment ces phyla apparaissent simultanément, car logiquement, dans le processus évolutif, une forme évolue en une autre sur de très longues périodes de temps et il devrait apparaître séquentiellement dans les archives fossiles. C'est impossible d'imaginer qu'ils puissent tous apparaître en même temps. Alors, qu'il s'agisse d'insectes, de crustacés, d'anémones, de mollusques ou de formes rondes, prenons par exemple le phyla mollusca. Tout ce qui part du calamar, l'octopus, la pieuvre en passant par l'escargot, la limace, les créatures marines à pattes, tous appartiennent à cette catégorie-là. C'est une immense catégorie. Eux plus tous les autres apparaissent simultanément et soudainement. On appelle cela l'explosion cambrienne. Et si vous consultez
Un document comme Scientific American, par exemple, ils disent les phyla apparaissent pratiquement simultanément. Ils mentent parce qu'ils ont mis le mot pratiquement ici. Ils n'apparaissent pas pratiquement simultanément, ils apparaissent simultanément. C'est dérangeant, comment est-ce que ça pu se produire? Ils commentent et disent que rapide s'avère être beaucoup plus rapide que ce que nous aurions pu croire. C'est presque comme si quelqu'un avait dit que la chose soit et la chose était. Et puis, ils ont ce document ici où ils affirment que d'anciens manuels scolaires proclament que notre phylum, nous appartenons au Cordax, a dû apparaître très tard dans le processus évolutif. Mais quelle science embêtante qui se trouve là dans l'explosion cambrienne. En fait, ils étaient là depuis le début. Donc, ça doit radicalement changer votre façon de penser. Vous devez repenser toute votre approche scientifique. Mais il n'y a pas de Dieu, hein? Donc, vous l'excluez de l'équation. Vous devez trouver la solution à ce problème. Et ensuite, vous avez un autre problème, c'est qu'il n'existe pas de fossiles intermédiaires. Donc, comment gérer cela? La cinquième question était la suivante. Pourquoi devons-nous postuler sur l'équilibre ponctué pour expliquer l'absence de fossiles intermédiaires alors que le gradualisme était autrefois la seule explication plausible pour les données fossiles de l'évolution? Est-ce que vous avez compris cette question? Eh bien, vous savez, mes collègues, ils ont des âges variés et les plus âgés, nous sommes tous darwinistes parce qu'on est évolutionnistes, mais les plus âgés étaient gradualistes. Voilà un joli mot. Les gradualistes, qu'est-ce que ça veut dire? Cela signifie que vous croyez que la vie a évolué sur de longues périodes de temps et graduellement, des changements progressifs se sont produits d'une sorte qu'une forme a donné naissance à une autre. Ça fait sens. Ça, c'est le darwinisme dans son essence même, le gradualisme. Et c'est la seule manière logique de concevoir un processus évolutionnaire. La seule logique. Mais malheureusement, cela impliquerait que si un changement progressif avait lieu, vous devriez trouver des intermédiaires progressifs. Est-ce que ça fait sens ou pas? Je veux dire, quelque chose qui ressemble à une vache et qui évolue en quelque chose qui ressemble à une baleine doit forcément avoir une forme entre deux, non? Et si ce n'est pas là? Eh bien, il vous faut reconsidérer le gradualisme. Et c'est ainsi que Stephen Jay Gould est venu avec l'idée de l'équilibre ponctué. C'est un terme magnifique qui signifie la chose suivante. De longues périodes d'équilibre, d'absence de changement, pas de gradualisme en fait. L'équilibre. Et puis, un changement rapide, ponctuel, voilà. Si rapide qu'il ne reste aucune trace dans les fossiles. C'est un fait. À l'époque, mes jeunes collègues à l'université étaient tous des équilibristes ponctués. Les plus âgés s'accrochaient à l'espoir de trouver ces fossiles. Donc, ils étaient gradualistes. On avait donc beaucoup de discussions sans arrêt. Qui a raison? L'équilibre ponctué comme Stephen Jay Gould ou les darwinistes à l'ancienne. Qui a raison? Mais le postulat de base était toujours qu'il devait y avoir une réponse quelque part, car il n'y a pas de Dieu. Vous avez compris ça? Ok? On devait donc postuler l'équilibre ponctué, autrement dit. Le simple fait que les évolutionnistes modernes soient par nature des équilibristes ponctués est un aveu que le gradualisme ne peut pas être juste,
car il faudrait alors trouver les intermédiaires. Pourquoi avez-vous eu à changer vos hypothèses a priori pour vous adapter à la théorie? Parce que les faits ne correspondent pas à la théorie. Cela a suscité un débat assez intéressant. Est-ce que vous pouvez imaginer? Le sixième point. Si la sélection naturelle opère au niveau du phénotype et non au niveau du génotype, comment les gènes, la mitose, la méiose, avec tous leurs mécanismes complexes et très précis de transfert de gènes, ont-ils pu évoluer? Est-ce que vous avez compris cette question-là? Laissez-moi la détailler. La sélection naturelle ne lit pas vos gènes. Elle se fiche complètement de vos gènes. La sélection naturelle ne s'intéresse qu'à votre apparence. Êtes-vous une girafe avec un long cou ou une girafe avec un petit cou? Je ne vois pas pourquoi un petit cou ne conviendrait pas, car il y a beaucoup de choses à manger au sol. Pourquoi on se préoccupe de ce qu'il y a là-haut? La réalité, c'est que la sélection naturelle ne s'intéresse qu'à ce qui est physiquement présent. Deux personnes courent, l'une a des jambes courtes, l'autre a des longues jambes. Sur qui est-ce que vous allez parier? Qui est-ce qui va gagner? Celle qui a les longues jambes, pas vrai? C'est ce à quoi il ressemble. C'est son apparence. Et c'est ce qu'on appelle son phénotype. Son phénotype, c'est ce que nous voyons réellement. Donc, si je décris l'un d'entre vous, je décrirai votre phénotype. Je ne décrirai pas vos gènes pour vous révéler la composition de votre ADN et pour expliquer pourquoi votre apparence est comme elle est. La sélection naturelle ne lit pas. Elle ne peut pas lire vos gènes. Elle peut simplement lire le résultat de vos gènes. Est-ce que ça fait sens ou pas? Donc, voici la question alors. S'il est vrai que la sélection naturelle n'agit qu'au niveau du phénotype et non au niveau du génotype, et il n'y a pas un seul darwiniste qui ne serait pas d'accord avec ce fait, c'est logique. Alors, la question est la suivante. Comment la complexité du patrimoine génétique et la possibilité pour les cellules de se diviser tout en conservant leur intégrité, comment est-ce que ça s'est produit? Comment est-ce que les gènes ont-ils évolué si la sélection naturelle ne se soucie pas de vos gènes, mais seulement du résultat que ça implique, c'est-à-dire vous? Comment est-ce que ça s'est produit? Ou comment est-ce que la myosise s'est-elle développée pour que vous ayez ce que vous avez et partagiez avec l'autre partenaire et le mélange crée une nouvelle variante qu'on appelle votre enfant? Comment est-ce que ces choses se sont-elles produites? Eh bien, la seule réponse logique que vous puissiez avoir, puisque la sélection naturelle n'opère pas au niveau du génotype, ce n'est pas possible. C'est que cela a dû se produire par hasard. Très bien. Laissez-moi simplifier cela encore un peu. Votre phénotype, c'est ce petit homme-là à droite. C'est ce à quoi vous ressemblez. Et oui, vous êtes le résultat de votre génotype. Mais la sélection naturelle ne sait pas cela. Elle ne s'intéresse qu'au phénotype. Alors, tous vos gènes qui codent pour votre phénotype, comment sont-ils apparus? La sélection naturelle n'y était pour rien. Cela a dû se produire par hasard. Une chance aléatoire, réécriture, réécriture. Vous connaissez la vieille histoire dans les livres. Combien de singes doivent taper sur un clavier par hasard pour avoir l'encyclopédie britannique et toutes les idées qui y sont diffusées? Et au final, on dit qu'ils n'y arriveront jamais. Peut-être qu'ils feront un mot, mais ils n'arriveront pas à faire une séquence. Et votre molécule d'ADN est bien plus complexe
que nous le pensions lorsque Watson et Crick ont décodé la molécule d'ADN. Elle est bien plus compliquée que cela. Alors, comment est-ce que tout cela s'est-il produit? Et comment ces réactions se sont-elles produites? Laissez-moi encore aller un peu plus loin. Votre phénotype, dans ce cas précis, c'est cet avion. Et votre génotype, c'est le manuel des ingénieurs qui explique comment construire cet avion. Est-ce que vous me suivez? La sélection naturelle cherchera donc à déterminer si ce phénotype, cet avion, est un bon avion. Est-ce qu'il est aussi bon que ça? Mais cela ne va pas fonctionner à moins que vous ayez deux avions. Car le choix implique qu'il y ait quelque chose à choisir, pas vrai? Et je crois comprendre que les États-Unis sont en train de construire un nouvel avion de chasse qui est censé surpasser les performances de l'avion chinois. J'ai entendu parler de ça. Il y a ce projet qui a été confié à Boeing. Et j'ai l'impression qu'ils ont du mal parce que je suis venu ici hier avec Airbus. Alors, peut-être que ça va les aider, mais la sélection naturelle se fera en fonction de qui volera le mieux, le nouveau prototype américain que Boeing va construire ou l'avion chinois. Il vous en faut deux, vous me suivez ou pas? Donc, lequel va voler le mieux? C'est la question. Revenons à ça. Les ingénieurs travaillent jour et nuit et apparemment ce prototype, comme je l'ai lu dans les nouvelles, a été testé depuis maintenant environ 5 ans et il est prêt pour la production. Vous savez ces choses-là probablement. Ma question, c'est qui a écrit le livre? Qui a écrit le livre? Ce n'est pas une question stupide. Un ingénieur, pas vrai? Ou un tas d'ingénieurs l'ont écrit en détail important. Mais c'est le génotype, c'est un livre. J'ai un livre devant moi ici. Voici un livre. Ça, c'est un livre. Disons que ce livre contient toutes les informations concernant cet avion en particulier ici. Dans ce livre, tout est là. Tout ce que les scientifiques et ces ingénieurs, dans leur ingéniosité et toutes leurs années de formation, ont réussi à mettre au point, ils ont rassemblé dans ce livre. Posons le livre là et attendons que l'avion apparaisse. Qu'est-ce qui est drôle là-dedans? Combien de temps est-ce que je vais devoir attendre? Est-ce que vous êtes sûr pour toujours? Mais toutes les informations sont là. Et qui l'a écrit? Eh bien, en ce qui concerne la science naturaliste, qui est-ce qui a écrit ça? Qui est-ce qui a écrit le livre? Qui a défini ce que vous représentez? Qui a écrit ça? Jessie, ah non, Jésus. Toi, t'es croyante. Non, il n'y a pas de Dieu. Dieu n'existe pas. Ça, c'est absurde. Ça, c'est des contes de fées enfantins. Qui a écrit le livre? La chance, le hasard. Le hasard a écrit les livres. Et il n'y a pas d'autre alternative parce qu'il n'y a pas de Dieu. Nous ne pouvons pas permettre à une ingérence divine de s'immiscer dans la science. Ça ne serait pas le naturalisme, ce serait le surnaturel à ce moment-là. Il n'y a pas de Dieu. Donc, que ça fonctionne ou non, que ce soit probable ou non, cela n'a aucune incidence. Le hasard a écrit le livre. Ma prochaine question. Le processus de croisement lors de la méiose est un mécanisme extrêmement sophistiqué qui exige une précision absolue. Comment la sélection naturelle pourrait-elle produire un tel résultat si elle ne peut agir qu'au niveau du phénotype? Je ne sais pas
Si vous avez suivi des cours de biologie, est-ce que vous avez déjà eu affaire? Qui est-ce qui a étudié la méiose ici? Certains d'entre vous. La méiose, c'est une opération incroyablement précise. Parce que lors de la méiose, il vous faut disposer de la moitié du nombre de chromosomes et les séparer entre ceux que vous avez reçus de votre père et de votre mère. Et vous les associez aux chromosomes de votre partenaire. Mais avant cela, il y a un processus de croisement où certains éléments génétiques que vous avez reçus de votre père sont croisés avec les éléments génétiques que vous avez reçus de votre mère et vice-versa. Et ça doit être absolument précis. Si vous coupez ce gène qui est traversé au mauvais endroit, juste une petite lettre plus loin que vous ne devriez, le tout devient à mettre à la poubelle. Et si c'était le cas, vous n'auriez jamais eu d'enfant, vous auriez eu des salades ou quelque chose du genre. Aucune erreur. Et pourtant, grâce à ce même processus, je peux, avec assurance, pour vous demander ce soir, s'il y a deux personnes absolument identiques en tout aspect ce soir, de se lever. Personne ne pourrait se lever, parce que vous êtes tous différents. Voilà pourquoi, lorsqu'on se regarde les uns les autres, on peut se donner des noms et ne pas nous confondre, parce que nous sommes tous différents, nous sommes tous uniques. Parce que nous avons cette formidable variabilité inhérente au processus. Comment est-ce que ce mécanisme a-t-il vu le jour? Et c'est tellement incroyable qu'il n'y ait pas d'erreur. Il donne même aux enzymes qui sont impliquées dans cette activité certains noms. Donc vous avez les enzymes de transcription qui se déplacent et réalisent une copie exacte de tout ce que vous copiez. Mais pour être sûr qu'il n'y ait pas d'erreur, parce que vous ne voulez pas de salade, vous voulez de vrais enfants, vous avez 5 autres enzymes qui les suivent, appelées les éditases. C'est un super nom, car ils éditent. Clifford Goldstein est un éditeur. Vous devriez savoir ce que ça signifie. Ça signifie que vous parcourez le script pour vérifier s'il y a un problème, vous le corrigez. Et c'est ce qu'ils font. Ils veillent à ce qu'il n'y ait aucune erreur. Voilà pourquoi l'humanité peut encore exister, bien que nous soyons, croyez-le ou non, grandement détériorés. Car comme nous l'avons dit précédemment, tout était plus grand, meilleur, plus vaste, plus beau, plus superbe hier qu'auparavant. Donc ce processus magnifique n'est pas soumis à la sélection naturelle. Seul le résultat, ce que je vois dans la descendance, l'est. Alors comment cela s'est-il produit? Est-ce que vous voyez les rouages se mettre en marche chez ces étudiants, doctorants et mes collègues même? Vous avez donc ici les chromosomes. 23 paires. Une de votre père, une de votre mère. Ils s'alignent comme ça et puis ils commencent le changement de matériel. De centaines de milliers de fois, ils les croisent. Pour que vous soyez un peu maman, un peu papa, un peu papa, un peu maman. Et le résultat est ce qu'il est. Et les grands-mères arrivent, tu ressembles tellement à ton père. Et la tante arrive, non, je vois uniquement la mère. Est-ce que c'est pas vrai? Est-ce que c'est pas ce qui se passe? Comment est-ce que ça arrive? C'est incroyable. Et donc, disons que le bleu, c'est le père, le rouge, c'est la mère. Et vous répétez ça
des centaines de milliers de fois et vous devez le faire avec une précision absolue, sans quoi rien ne fonctionne. C'est un processus phénoménal. Question numéro 8. Comment expliquer l'évolution des deux sexes? Maintenant, je me trouve en terrain dangereux, car je ne sais plus quel pronom utiliser. Mais heureusement, votre président a dit non, nous n'en reconnaissons que deux, alors tout va bien. Comment pouvons-nous expliquer l'évolution des deux sexes avec des différences anatomiques compatibles, alors que seule la conséquence de l'union augmente la diversité chez la descendance soumise à la sélection et pas la cause? Réfléchissez-y un instant. Cette petite amibe, ou peu importe ce que c'était, ce premier protozoone était asexué. Il n'y avait pas de partenaire. Et puis pendant des millions d'années, ces protozones se sont multipliés et la sélection naturelle les a tous éliminés jusqu'à ce qu'il n'en reste plus aucun. Non, désolé. Comme par magie, la diversité a augmenté alors que cela aurait dû réduire la diversité. Et ils se trouvaient là, pataugeant dans une soupe. Et ils ont fini par se coller les uns aux autres. On va en reparler demain et voir comment tout cela s'est produit. Mais il n'y avait pas deux sexes. Ça n'existait pas. L'existence des deux sexes est un problème très sérieux, car pour que cela fonctionne, il faut qu'il y ait une méiose. Pas vrai, on vient d'en parler. Car si j'ai 46 chromosomes et qu'il n'y a pas de méiose, et que ma femme a également 46 chromosomes, combien de chromosomes mes enfants vont avoir? Ça deviendrait intolérable, pas vrai? Ça deviendrait de plus en plus, en plus. Donc nous devons maintenir à 46, sans quoi on va les réduire 23 et 23, et on les mélange. Mais comment on arrive aux deux sexes? Comment ils sont apparus? Quel est le but, du point de vue de la science, d'avoir deux sexes? Quel est l'objectif? Pourquoi la science postule-t-elle que le processus évolutif a dû finalement introduire les sexes? La solution consiste à accroître la diversité. Voilà la réponse. Il faut accroître la diversité, car la sélection naturelle fait quoi? Réduit la diversité. Ça fonctionne sur la base de la soustraction, non sur la base de l'addition. Donc, comment sont-ils apparus par magie? Boum! Un jour, ils étaient là comme l'explosion cambrienne. Waouh! Est-ce que c'est Ève? Est-ce que c'est comme ça que ça s'est passé? Parce que la sélection naturelle ne le fera pas. Et puis, si vous ne l'aviez pas remarqué, ils sont anatomiquement différents. Moi, je ne sais pas trop pour ces histoires de toilettes là, mais on ne va pas rentrer là-dedans. Ils sont anatomiquement différents. Dieu merci, ils le sont. Question, comment cela s'est-il produit? Le hasard? Ou le dessein? Voilà la question. J'ai encore deux questions pour vous. Est-ce que vous vous rendez compte à quel point l'anatomie et la physiologie et les différences hormonales et tous ces autres facteurs sont impliqués dans ce processus? C'est hallucinant. Et croire que cela s'est produit par hasard, sans que la sélection naturelle n'intervienne réellement, car seul le résultat de l'union, l'augmentation de la diversité chez la descendance peut être soumis au processus de sélection. C'est incroyable. Ainsi, toute modification du génotype entraînant des changements dans le phénotype
se produit par hasard, par mutation. Donc, tout cela se produit par hasard, par mutation. Nous allons en reparler demain, lorsque nous aborderons plus en détail la question du gène. Je n'ai que 50 minutes, donc je n'ai pas le temps de vous donner les réponses, je n'ai que le temps de vous donner des questions. Donc, toute cette question de la fertilisation, l'assortiment indépendant, le croisement, vous savez, ce sont des mécanismes incroyables. Est-ce que vous pouvez imaginer dérouler une molécule d'ADN pour en faire un double? Est-ce que vous avez déjà imaginé une corde tressée, deux bouts de corde entrelacés, torsadés ensemble? Et vous allez les ouvrir. Alors, toi tu tiens d'une main, moi je tiens d'une main, et on les tire chacun de son côté pour voir ce qu'il y a au milieu. Qu'est-ce qui se passe alors qu'on commence à tirer chacun de son côté? Ils se resserrent de plus en plus au milieu, pas vrai? Jusqu'à ce qu'on ne puisse plus les séparer. Je vais lire les gènes au milieu. Comment est-ce que je vais m'y prendre? Parce que c'est une hélice, ça tourne, c'est rond encore. Comment je vais les séparer? Est-ce que vous savez qu'il existe des enzymes qui se fixent sur certaines parties comme des roulements à billes et qui font pour lire la suite, puis tic, 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 pour les rassembler dans le bon ordre, pour éviter que vous deveniez une salade? Est-ce que vous pouvez imaginer cela? À quel point le processus est complexe? C'est incroyable. Je pourrais vous faire un exposé pendant plusieurs heures sur le fonctionnement. C'est juste incroyable. Et dire que c'est le hasard qui a fait cela? La question suivante, la 9e. L'évolution des molécules de la vie nécessite toutes des conditions environnementales totalement différentes pour apparaître. Sans enzymes, certaines n'ont jamais été produites dans quelconque conditions environnementales simulées. Pourquoi s'accrocher à cette explication de l'origine de la vie des substances chimiques? Laissez-moi rendre ça simple. De plus, les réactions simulées produisent des molécules gauchères et droitières, mais la vie ne peut qu'utiliser les molécules gauchères et aucun mécanisme aléatoire ne permet cela. L'atmosphère primitive devait donc être une atmosphère réduite, dépourvue d'oxygène. Mais si l'eau est essentielle à l'évolution de la vie, alors en l'absence d'ozone, les rayons cosmiques pénétreraient dans l'atmosphère et dénatureraient l'eau qui est composée d'hydrogène et d'oxygène. Il y aurait donc de l'oxygène et nous aurions un problème. C'est donc Stanley Miller qui a imaginé cette expérience où il a placé une atmosphère primitive dans un système clos. Il a fait passer des étincelles puis a isolé certaines molécules organiques et a affirmé que c'est ainsi que la vie a commencé, par la création de ces molécules. Et cette atmosphère primitive était composée d'hydrogène, d'ammoniac, de dioxyde de carbone, de méthane, d'azote et d'eau. Les gaz volcaniques ne constituent pas des atmosphères réductrices car ils contiennent, par exemple, du dioxyde de soufre et l'atmosphère actuelle contient de l'oxygène. Cela ne fonctionnerait jamais car dès que la molécule est créée, le rayonnement la détruit. On ne peut donc jamais obtenir une molécule sans avoir un système fermé. Et il n'y a jamais eu de système fermé. Mais il y a un autre problème. La gauche et la droite. Supposons donc que vous créez un acide aminé. Certains n'ont jamais été créés par aucune expérience. Mais supposons que vous créez des acides aminés et que vous ayez des gauchers et des droitiers. Si vous voulez savoir comment ça fonctionne, levez simplement les mains, comme ça, et regardez-les. Elles sont le reflet l'une de l'autre, pas vrai? La gauche, c'est là où votre pouce est à droite, et la droite, c'est là où votre pouce est à gauche. Pas vrai? Peu importe. Ce sont donc des images miroirs. C'est la même chose avec les molécules. Elles sont miroirs. Et les images miroirs doivent être sélectionnées. Les gauchères sont L et les droitières sont D. Et on ne peut jamais insérer un seul D dans une protéine et obtenir une protéine fonctionnelle. Ça ne marcherait pas. Donc, de manière naturelle,
il serait impossible d'obtenir une protéine propice à la vie. Comment cela s'est-il produit? Comment est-ce qu'on a fait? Une fois que vous souhaitez synthétiser les bases azotées de votre structure d'ADN, vous avez besoin d'une atmosphère. Et les scientifiques se sont donc penchés sur cette idée. On n'a pas le temps d'entrer dans les détails, il ne reste que 4 minutes pour finir. Comment ça s'est formé? Eh bien, il vous faut différentes atmosphères et différentes situations. Peut-être qu'il y avait différentes situations sur la Terre où ça aurait pu se produire. Les scientifiques disent alors, mais ça n'a pas pu se produire, c'est impossible. On ne peut pas avoir tous ces différents scénarios pour créer ces molécules de manière naturaliste. Donc, d'où est-ce que ça vient? Donc, ils ont imaginé une idée appelée le panspermia. C'est un super nom. Ça signifie que ce n'est venu de là-haut. Et ça s'est déversé ici, dans ce monde. C'est venu de l'espace. Ça ne peut pas arriver ici, ça a dû arriver là-bas. C'est pas une solution, ça? Si ça ne peut pas arriver ici, ça a arrivé de là-bas? Vous voyez, c'est pas si facile que les manuels semblent le présenter. Vous récupérez quelques molécules et vous dites, voilà comment ça s'est passé. Mais on ne peut pas obtenir le reste. C'est très compliqué. La dernière question. Comment expliquer la complexité irréductible si la probabilité d'apparition de l'un des mécanismes est due au hasard? Qu'est-ce que la complexité irréductible? C'est un terme inventé par Malcolm Biet. Il est excellent. Permettez-moi de vous donner un exemple. Voici une publication scientifique. Si je devais vous la lire, vous deviendriez un fou. Alors je ne vais pas vous la lire. Sur l'une de ces structures problématiques, à savoir le flagellum moteur. Le flagellum moteur d'une bactérie ou d'un spermatozoïde humain qui a un flagellum, il a un moteur qui l'anime. Donc il s'agit de cette queue filamenteuse et de cette structure qui se trouve à l'intérieur de la paroi cellulaire et qui ressemble plus ou moins dans la paroi cellulaire à ce qu'on voit ici à droite. Et ce sont tous les types de protéines qui agissent ensemble pour que ça fonctionne, ce système. Et donc c'est une structure très complexe qui doit être absolument complète, sans quoi elle ne fonctionnera pas. Prenons l'exemple de l'E. coli. Vous en avez des millions dans votre intestin à ce moment même. Ils nagent tous dans votre intestin en ce moment en utilisant ce moteur. Ceux à gauche utilisent un moteur à protons fonctionnant à l'hydrogène, tandis que certaines bactéries ou organites utilisent celui de droite qui est un moteur à sodium. Ces moteurs sont vraiment incroyables car, par exemple, un spermatozoïde, il doit nager dans un milieu pour trouver un passage et parfois il rencontre un obstacle et il doit alors augmenter sa puissance et son couple pour franchir l'obstacle. Il passe comme ça, et il se heurte à quelque chose et il doit passer en marche arrière et il doit emprunter une autre route. Il y a une marche avant, une marche arrière, il y a un couple augmenté. Il est mieux que la Jeep que j'ai louée à l'aéroport pour venir jusqu'à ici. Et sa complexité est irréductible. Autrement dit, soit tout y est, soit ça ne marche pas. Appelons celui de gauche un moteur à essence et celui de droite un moteur diesel. Et si vous retirez les pistons, plus rien ne fonctionne. Leur complexité est irréductible. Qu'en est-il du chloroplaste qui est à la base de la chaîne alimentaire et qui fournit tout le monde et tous les animaux de la planète de la nourriture? Il s'agit d'une complexité irréductible. Et le résultat, c'est que si vous introduisez de l'eau, du dioxyde de carbone et de la lumière dans le processus, boum, qu'est-ce qui en ressort? Du sucrose. C'est incroyable, personne n'a jamais fait cela. Qui a déjà planté un bâton dans le sol et a obtenu du sirop d'érable? Franchement, ce serait formidable si on pouvait faire cela. Pourquoi on n'y a pas pensé? Simplement planter un bâton dans le sol et obtenir du sirop d'érable. Ça devrait être possible. Voici donc mes 10 questions. Ainsi furent achevées
les cieux et la terre et toute leur armée. Est-ce que c'est possible ou non? Telle est la question. Prions ensemble. Père céleste, la science n'a pas toutes les réponses. Ton livre apporte de nombreuses réponses qui contredisent la science. Et le Dieu décrit dans cette Bible est décrit comme un Dieu d'amour. Et pourtant, le monde enseigne que tu es un tyran. Quelle dichotomie dans la pensée. Aide-nous à faire taire le brouhaha ambiant pour trouver le Dieu qui est un Dieu d'amour et qui a accepté de renoncer au ciel pour mourir et racheter des pécheurs tels que nous. Aide-nous à le trouver. Telle est ma prière au nom de Jésus. Amen.